Alors, à la une, à la dos. Voilà. Voilà. Ça, c'est beau. Il y a des effets spéciaux à rajouter derrière ça. Allez, c'est parti. Ciao Germain, sono molto felice di averti qui in questo nuovo episodio del nostro speciale Evi. Come stai? Sì, sono Germain, sono francese, mi piace la Italia et mi piace les gnocchi. Ça a été un de nos gros sujets du jour, peut-être même plus que de l'art. Donc il y a des chances qu'on parle plus de gnocchi que de l'art. Donc, Germain, c'est déjà, ça commence fort. C'est déjà le deuxième épisode de Evie. Bon Dieu que le temps file. Fou là là. Redonner réellement. Ah, j'ai rien vu passer. Hein. Oh, Mais moi t'as non pas plus. changé. Ah bah ouais, c'est mine de 2 en plus. T'as le teint. Allez, merci l'Italie. Germain, on va redonner quand même le contour à nos auditeurs qui ont peut-être pas écouté encore le premier épisode. C'est le nouveau hors-série de course épique pendant 6 mois, un épisode par mois jusqu'à son dénouement en terre américaine. On va plonger avec toi dans l'univers sans concession de la hard rock et suivre ta préparation et tous ces à côte et petit jeu de mots que tu auras toi-même saisi. Je profite de cette introduction pour remercier les auditeurs parce que j'ai eu plein de retours super chouettes. Donc voilà, je pense que vous avez beaucoup aimé ce premier épisode. Ça fait chaud au cœur, ça, non, Germain? Oui, ah bah c'est tous des faux culs, hein, je pense, mais ouais, ça fait quand même chaud au cœur. Toujours comment on dit, les Anglais disent les nose brown du premier rang. Nose brown, okay. Tu vois. Bref. Ah, je connaissais pas l'expression. Ouais, je vois l'image. Je commence fort pour Evie, tu vois, toujours ce petit côté. C'est important. Voilà, ouais, prendre des petites expressions. Multilingue toujours. Allez Germain, c'est parti. Evie United Search of America, l'épisode 2, c'est maintenant. On va remonter le temps, Germain, si tu veux bien, pas très longtemps, puisqu'on s'est parlé il y a pas si longtemps que ça. On va revenir à début mars. On va parler un peu de tes championnats de France de cross, c'est à Châlons, auquel tu prenais part. Attention, jeu de mots, t'aurais bien fait de prendre ta carte bleue pour ce séjour en Vendée, vu ce qui t'est arrivé au départ. Bleu. Vendée, carte bleue, Vendée, des bleus, des hématos. Des bleus. Tout ça. Ah oui, oula. Oui. Voilà, on y est. Alors, ouais, elle était pas. Je vais commencer par la plus facile. Raconte-nous ces championnats de France qui ont été contrariés, Germain. Eh ben, écoute, premier championnat de France de cross. J'avais souvent suivi ces événements plutôt en ligne avec Athlé TV, je crois. Très très bonne chaîne. Et du coup, Canal 632. Oui, voilà, qui est 632, disponible dans toutes les langues. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, voilà, à l'occasion, j'avais fait les départementaux et les demi-finales. Du coup, je m'étais qualifié et j'avais toujours voulu les faire. Du coup, beaucoup de du coup dans cette phrase. Et me voilà à Châlons, assez loin. Et voilà, ligne de départ, super bien placé, et en fait, c'est un espèce de grand entonnoir, il y avait quasiment 400 ou 500 coureurs, je sais plus. Et en gros, tu as 1 kilomètre pour te placer sur l'hippodrome de course épique. Et et du coup, ben voilà, j'ai fait 10 mètres et je me suis pris un uppercut de Jonah Lomu au bout de 10 mètres. Sur le flanc gauche. Il a bien visé, visiblement. Oui, bon, j'ai eu mal sur le coup, puis je me suis dit, bon, bah, c'est un coup, quand même, je vais pas aller à Châlons et bâcher au bout de 200 mètres sur un parcours qui en fait 9,8, quoi. Voilà, quoi. La hantise de 2024 qui revient, je me suis dit, oh là, je vais bâcher. Non, je m'accroche, je continue. Et j'ai senti que j'avais une bonne douleur, et je me suis dit, bon, j'ai quand même un énorme point de côté, mais il passe pas, quoi. Donc je fais toute la course comme ça. Bon, forcément, j'étais un petit peu dans le trafic parce qu'avec cet épisode, j'ai pas pu bien me placer. Puis voilà, donc je fais toute la course et à l'arrivée, j'ai encore mal et puis je range mes affaires parce qu'on devait vite partir. Et voilà, là, je fais 2-3 mouvements latéraux qui me prouvent bien que, en fait, ouais, voilà, je pense que c'était cassé. Parce que j'avais les mêmes symptômes, les mêmes sensations que 6 mois en avant, en juin. Ouais. Un peu moins fort, mais en fait pareil. Hein, je me suis dit, bon, bah là, c'est pas un point de côté. Voilà. Je me suis fait uppercuter du coude. Donc voilà. Tu l'as beaucoup senti là pendant la course? Non, quand je te dis, ouais, ça me... À chaud, ça va? À chaud, ouais, j'avais juste l'impression que c'était un énorme point de côté, que j'arrivais pas à faire partir, mais
Mais justement, ouais, 10-15 minutes après, normalement, le point de côté n'est plus là. Et là, c'était une douleur un peu, tu vois, type petit coup de poignard, un peu pinçante, forte. Donc du coup, voilà, je la connaissais bien. Et je suis allé quand même faire quelques examens le lendemain pour confirmer que c'était ça. Bon, c'était pas fracturé comme il y a 6 mois. Donc c'est quand même pas la même douleur. Il y en avait pas deux de fracturés. Il y avait qu'une côte fêlée. Donc voilà, j'ai pu quand même m'entraîner, alors pas à des intensités hautes, parce que le fait d'avoir une cage thoracique qui s'expand, bah ça fait mal. Mais voilà, j'ai fait des intensités plutôt basses et plutôt du ski et dans beaucoup de neige, puisqu'il y a beaucoup de neige à la maison, donc la neige était molle, c'était cool pour moi, je pouvais tomber, ça avait pas trop d'impact. Donc voilà, j'ai laissé passer 10-15 jours et au bout de 15 jours, c'est allé quand même beaucoup mieux. Contrairement aux fracturés, j'avais besoin de plutôt 4 semaines et là 15 jours, ça allait quand même beaucoup mieux. Bon, toujours pas le droit de tomber, mais ça allait mieux et j'avais plus trop de douleur en tout cas dans la vie de tous les jours, quoi. Est-ce que tu veux qu'on fasse un portrait robot peut-être de la personne qui t'a fait ça? Exactement. Il avait des chaussures de course par exemple et un short. C'est ça. Tu peux m'en dire plus éventuellement sur son portrait robot? C'est exactement ça. J'ai même pas pu identifier le club, tu vois, la nationalité, en forcément plus de chances qu'il soit français. Mais du coup, j'étais assez dégoûté parce que je voulais lui péter la gueule à l'arrivée, lui faire son compte, quoi. Mais je l'ai pas trouvé. Du coup, c'est peut-être mieux pour moi, la concurrence, peut-être. T'as soupçonné des rivaux peut-être sur les lignes de départ, oui, je pense, de l'UTMB qui t'en ont voulu? Oui, je pense, étant donné que si j'étais au meilleur de ma forme, je vais peut-être un top 50, tu vois, donc je pense que j'avais beaucoup de rivaux, quoi, tu vois. Est-ce que c'est un exercice sur lequel tu prends du plaisir, là, ces crosses de début d'année? T'aimes bien Ouais, carrément, j'aime bien, c'est la première fois. Pardon, excuse-moi, je te parle dessus comme le gars qui m'a couru dessus. Non, j'aime bien courir les crosses. J'aime bien faire un peu de vitesse, ça me plaît. C'était mes premiers championnats de France, c'est surtout la première fois que je mettais les pointes. Donc mes tendons d'Achille s'en sont un peu souvenus les jours d'après, mais non, c'est une expérience que j'aimerais bien refaire. Je sais pas si l'an prochain, mais en tout cas. Ça change vraiment de faire un effort sur 30 minutes et voilà, de donner tout ce que tu peux avoir sans quasiment aucune gestion par rapport à nos efforts à nous, sans rien penser, on va dire. Prends ton armure donc pour l'année prochaine, Germain, si tu mets ça. C'est ça. Ma côte de maille. La côte de maille. Et oui, une blague moyenâgeuse. Bref. Moi, Germain, une des premières conséquences de tout ça, ça a été, tu as dû renoncer à la Pyramenta. Est-ce que tu as été plutôt très déçu ou assez philosophe par rapport à ça? Et est-ce que tu as toujours la côte avec Boncon ou il t'en a voulu? Et oui, effectivement, c'était plus sage de pas aller à la Pyramenta parce que en fait, la côte fêlée était assez haute et du coup, il y a quand même des risques qu'elle se casse et qu'en se cassant, surtout avec la cinétique du ski qui va très vite, qu'elle vient perforer un poumon. Donc du coup, je me suis dit bon, vu que 2024 avait assez été, on va dire, une année avec des péripéties, je me suis dit bon, voilà, on allait sauter la Pyramenta. Bon, comme on n'a pas trop voulu, on lui a trouvé un coéquipier suisse. Il a pu faire un peu de ski avec une approche un peu plus robuste et rigoureuse. Donc voilà, ça lui a plu. L'ambiance, elle est définitivement italienne en ce moment. Pardon, la vache. L'ambiance, elle est définitivement italienne en ce moment, Germain, avec la traversata du Dahu, une traversée du Mercantour que tu as fait quelques jours plus tard. Est-ce que sur le ski, tu devais faire attention évidemment, mais est-ce que tu as pu surpondérer un peu plus ce que tu faisais plus en vitesse ou sur tes sorties un peu plus longues? Est-ce que tu as pu surpondérer dans ce cas-là la partie ski? C'était aussi ça l'idée avec cette traversée ou elle était déjà prévue? Non, c'était pas vraiment prévu. C'est plus ce genre de journée, c'est plus les conditions qui vont dicter un petit peu la fenêtre météo. Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Parce que la neige
est assez compact pour faire ces traversées. Est-ce qu'il n'y a pas trop de risque d'avalanche? On est quand même sur des traversées où on n'est pas, on va dire, on traverse le massif dans un style assez minimaliste, donc il faut vraiment que les conditions soient très très bonnes. Mais ouais, le fait que ça soit pas en course, en fait, tu gères vraiment la vitesse dans les descentes et tu descends avec une marge de manœuvre qui fait que tu te mets jamais trop en danger. Et donc voilà, c'est l'occasion de faire des longues journées un peu sympas et de passer par le Dahu pour manger des gnocchis, travailler un peu son italien. Et voilà, couper un petit peu. Je me rappelle que l'an dernier, j'avais essayé quand même de continuer à m'entraîner à pied après les fractures des côtes. Mais ça m'avait demandé beaucoup mentalement parce que c'est très douloureux. Et donc, c'est faisable parce qu'en gros, la fracture vient pas de mon activité de course à pied. C'est un événement qui m'a causé un traumatisme extérieur, soit une chute, soit voilà un coup. Donc c'est pas la pratique qui va ralentir forcément la cicatrisation, mais en fait mentalement voilà c'est quand même, ça prend beaucoup de s'entraîner avec ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais faire du ski, c'est moins douloureux et j'attendrai pour faire plus de course à pied. Est-ce que la gêne elle a complètement disparu là aujourd'hui? Non, c'est long les côtes en fait, et ce qui est marrant c'est pas marrant en fait, quand t'as une côte cassée, c'est assez, c'est pas, on va dire, comme quand t'as une blessure type de tendinite, une blessure d'usage comme ça, où en gros t'as quand même une amélioration jour après jour ou 2-3 jours, t'as toujours une amélioration. En fait, t'as une côte cassée, c'est un peu statu quo pendant 2-3 semaines, et après d'un coup, t'as beaucoup moins mal. Donc là, je pense que je suis juste avant Chianti, j'ai eu ce moment où d'un coup j'ai eu un peu moins mal. Et là, c'est vraiment la fin, je pense, parce que j'ai dû créer de l'os. Donc ça va beaucoup mieux. J'ai juste quelques mouvements dans la vie de tous les jours, tu vois, des torsions, la position allongée qui est pas super agréable. Mais en tout cas, l'hyperventilation, ça va beaucoup mieux, sauf si je vais rendre des intensités très hautes, type 4-5 minutes, là où j'ai encore un peu mal. Et voilà, le mot d'ordre, c'était rester sur ses pieds, pas tomber. Mais voilà, je pense que ça m'a bien aidé quand même de les avoir cassés il y a 6 mois. Du coup, je connais bien. Et comme tu baisses d'intensité, la prochaine fois sera encore plus facile sur ta prochaine blessure aux côtes. Exactement. Il y a rien en dessous là de fêlure, normalement. En dessous des côtes, tu veux dire? En dessous de fêlure, il y a rien. Non, je pense pas. Non, il y a le bleu, quoi. Non, le fameux. Est-ce que t'es suivi là encore sur les côtes ou c'est vraiment purement aux sensations? J'ai fait des examens juste le lendemain pour m'assurer que j'avais une côte fissurée. Non, pour vraiment voir que laquelle était fissurée et où elle était exactement. Donc on l'a vu rapidement. Et voilà, je sais que la dernière fois j'avais noté exactement quand c'est ce que j'avais eu un bon cal osseux, etc. J'avais refait des examens en parallèle. Donc là, j'ai un petit peu extrapolé par rapport à ça, sachant qu'elle était juste fissurée. Et donc voilà, on m'a juste dit, bon écoute, dans 3-4 semaines, ça sera bon. Bon, Chianti, c'était un peu avant 3 semaines, mais bon, voilà. Au talent. Germain, la première motivation, j'imagine, là, dans ta demi-traversée du Mercantour, c'était les gnocchis de ton ami BP, du Rifugio Dahu. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux, ces gnocchis? Qu'est-ce qu'ils ont donc? Eh ben, BP, et c'est comme la station essence. Si, en fait, quand tu le rencontres, business plan. Quand tu le rencontres, il te dit toujours ça. Moi, c'est BP comme la station essence. Et du coup, les gens, ils s'en rappellent. C'est un mec super. Ouais, c'est un mec super. Voilà, je l'ai vu. Et du coup, non. Tu n'es pas un diesel, tu l'as eu tout de suite. Il est même étonnant. Non. Oh là là, non. Si. C'était beau de l'essayer. Ouais, il y a des blagues qu'on fait, puis directement, subitement, on les regrette directement. Là, elle est un petit peu partie, elle rentre dans cette case. Garder pour soi. Voilà. Notre ami BP. Du coup, il fait des gnocchis depuis, moi, ça fait, en fait, j'ai rencontré ce gars-là, en 2011, je faisais
une sortie sur le sommet et d'un coup il y a eu vraiment une tempête, on voyait plus rien. Et j'étais avec 2 potes et tout, et moi j'étais le local et je leur dis ouais, on va arriver à ce refuge, vous allez voir, on va arriver à ce lac, et on voyait rien, tu vois, blanc sur blanc. Et je leur disais ok, là on est à peu près à ce lac, on va arriver au refuge français, machin truc. Donc on descend, et d'un coup on sort de la tempête et ça s'ouvre et je suis pas du tout là où j'avais prévu d'être. Et je leur dis oula, c'est quoi cette vallée, je ne connais pas du tout. Et au loin j'avais l'impression qu'il y avait des énormes blocs avec de la neige dessus. Et je leur dis bon ben là on est dans la merde, il est 16h, on va perdre de l'altitude, on va voir ce qu'il y a là-bas, mais je pense pas que c'est un village, on dirait que c'est des blocs avec de la neige. Et du coup, on est arrivé là-bas et il y avait son refuge. Et lui n'était pas là. Et en fait, on s'est incrusté dans son refuge qui était ouvert et on a attendu comme ça. Et le soir, il est arrivé. Et tu vois, on s'est dit merde, il va nous voir dans son refuge, il va être furieux. Et il nous dit non, mais salut les gars, ça va? Vous voulez manger avec moi? J'ai du lapin et des pâtes. Je dis ah ouais d'accord, ok. Et du coup il nous a invités à manger, on a dormi et voilà, ça fait 15 ans que j'y retourne. Et les gnocchis avec sa femme, ils les changent à peu près toutes les années, tu vois, ils font des nouvelles recettes et tout. Et là on y est allé. J'ai cru que tu parlais de changer de sa femme toutes les années. Ça, alors on en a parlé, mais il voulait pas trop que je communique dessus. Mais voilà, on va rester sur les gnocchis. Moi j'aime bien tout ce qui est spécialité italienne, tu vois. Donc là, on a goûté des gnocchis en forme, donc ils étaient en forme sphérique et ils étaient fourrés. Pardon, excusez-moi. Ils étaient fourrés au bleu et c'était magnifique. Oh la chance. Voilà. Ah ouais. Ah je comprends. Ouais. Alors si tu veux le bluffer, BP, bah, j'ai quelque chose pour toi. Tu peux lui dire que le 29 de chaque mois, c'est le jour des gnocchis en Amérique du Sud. J'imagine que tu le savais. Tu veux quand même que je te raconte ou pas? Ah oui, toujours. On est toujours pas. Attends, je fais le jingle. Attention. L'anecdote de Guillaume, oula. Ah non, là c'est autre chose. Là. on va... voilà, on va rester sur l'anecdote. Voilà. L'anecdote gnocchi, c'est pour aujourd'hui. Ouais. Alors Germain, le 29, c'est le dernier jour du mois ou presque. C'est une période où l'argent commence à se faire rare dans beaucoup de foyers. Et donc les gnocchis sont un plat simple, mais aussi économique et à la fois nourrissant, donc parfait pour cette fin de mois. Et la tradition, elle serait née dans les années 1800 avec l'arrivée massive des immigrants italiens en Amérique du Sud. Et donc voilà, il est d'usage chaque 29 du mois de placer un billet sous une assiette en mangeant le gnocchi. Le geste est censé attirer la prospérité financière pour le mois suivant. Dans certains foyers, c'est aussi une manière de se souhaiter chance et abondance. Wow, c'est beau. Ça va l'épater, ça, non? Ça oui. va l'épater quand tu vas lui dire ça. Surtout chance et abondance, c'est beau. C'était l'instant culture G, Germain. Je pense que c'était important après ce petit moment gastronomie. À quel moment tu as eu la certitude que ça irait pour Chianti, que tu serais en capacité d'y aller? Le mercredi, parce que j'ai fait une séance d'intensité à pied. Le mardi, c'était un petit peu le test pour voir si à une intensité proche de la course, en fait, ça me faisait pas trop mal. Et j'ai fait quelques descentes aussi. Et je me suis dit que ça allait faire. Puis de toute façon, c'était bien roulant et bien sec. Il n'y a pas de raison que ça allait pas faire, quoi. Voilà, donc j'ai pris ma décision d'y aller. Et c'était pas du tout. Pas du tout ce dont il s'agit. T'as le sentiment de prendre un pari quand même, ou est-ce que c'est une décision relativement raisonnée? Non, c'est raisonné parce qu'en fait j'y vais juste pour avoir des stones en fait par rapport à l'UBPT et du coup voilà, en fait je suis plus dans l'optique, je me dis bon si ça fait vraiment trop mal, il faut que je finisse la course et voilà, je finirai. Et puis voilà, j'ai vraiment une course, j'ai vraiment pas de plan, je sais même pas, ça m'a fait rire parce qu'en fait c'est la première course, je savais même pas où on était, si tu veux, j'avais pas regardé le parcours, je connaissais rien des noms des villages, enfin c'était vraiment de la découverte. J'ai l'impression de tourner en rond tout le temps, de passer 3 fois au même endroit, c'était assez rigolo de faire cette course en fait. Tu nous l'as dit, là, ton objectif, c'était le stone avant tout, mais est-ce que par la force des choses, tu te prends au jeu, évidemment, dès les premiers kilomètres, tu as envie de jouer devant, si les sensations sont OK, est-ce que tu as quand même ce truc de compétition qui te reprend, même si tu sais que tu dois être un peu attentif?
Ouais, carrément. Je me dis que je vais prendre le départ et de voir où, voilà, si tout se déroule bien. J'avais des bonnes sensations les 2-3 jours avant. Et oui, rapidement, en fait, dès le début, c'est extrêmement boueux, mais boueux en plus labouré, parce qu'il a pas trop plu dans la nuit. Mais en fait, le fait que 600 coureurs du 120 km soient passés avant, ça a tout remué. Et du coup, ouais, je me dis, oula, les 2 premières heures, c'est vraiment un chantier. Il y a vraiment de la boue, tu t'enfonces des fois à mi-mollet, enfin. Et puis dans le groupe où on est, tu vois, je sais pas, au début il y avait une quinzaine de personnes, puis après 10, et en fait il y a vraiment des chutes, mais magnifiques en fait. C'est des chutes où les gens ils ont même pas le temps de mettre les mains, tu vois, pour se protéger. Du coup ouais, c'est assez violent, et il y a eu 3 chutes, et les 3 gars on les a plus jamais revus, quoi. Des 3, je suis sûr que 2 ont abandonné. Mais voilà, c'était... J'espère qu'il aurait rien arrivé aux côtes. Non, en fait, tu les vois tomber derrière, il y a une espèce de cri énorme, ils sont à plat ventre, et tu dis, ah ouais, are you okay? Oh yes, ok. Bon. Tu vois ça, tu te dis, bon, va falloir rester sur ses pieds, quoi. C'était ton idée de départ déjà, le 75 km, ou t'as pu envisager le 120 à un moment? Non, pas du tout, non. J'ai plus couru que l'an passé, mais pas de là à pouvoir faire 120 km comme ça de but en blanc. Est-ce que tu peux nous raconter la suite de ta course, Germain? On a compris que c'était pas les conditions que tu imaginais, et puis pas nécessairement les terrains sur lesquels tu aimes le plus évoluer. Comment est-ce qu'elle s'est passée, la suite de course? Dans la suite de course, oui, le groupe s'est un peu effiloché au fur et à mesure des kilomètres. Et donc au bout de, je crois, 2h30, on a quitté la partie commune qu'on avait avec le 120 km. Du coup là, on a évolué plus sur des terrains un poil plus secs. Ça restait quand même boueux. Et c'est vrai que je pense que les gens sont vraiment imaginé que c'était super roulant. Mais en fait, il y avait quasiment pas un mètre de plat. C'était toujours en prise. Soit tu es en légère montée, en légère descente. T'as les sentiers extrêmement techniques sur des sections super courtes, tu vois, tu vas avoir une piste complètement dégueulasse avec plein de rochers, etc. Et puis après une section roulante de 1,5 km. Donc en fait ça alterne tout le temps, c'est un espèce de cross géant, on va dire. Et voilà, petit à petit, ouais, le groupe s'est effiloché, on s'est retrouvé rapidement, je crois qu'au bout de 40 km on était plus que 4. Et il y avait Robin Juliaguet avec moi, l'Italien David Echeras que j'aime bien, et aussi un autre Français, Dimitri, que je connaissais pas. Mm-hmm. Et donc voilà, Dimitri, on a Morel Jean. Oui, Morel Jean ou Jean Morel. Ils étaient 3, je crois, ouais. Il y avait Dimitri, Morel, Jean. Ouais. Il faut bien ça pour être aux avant-postes avec toi. Ben oui, en fait. Et du coup, au kilomètre 51, au 51 quoi, et ben on arrivait tous, et là on est parti de ce ravito, et c'est un peu parti en feu d'artifice, quoi. Il y en avait, je crois que j'ai ni revu Dimitri, ni Jean, ni Morel, je l'ai plus revu. David dans la bosse qui suivait, j'ai vu qu'en fait le parcours était un peu plus dur. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être là que je peux faire un petit peu la différence. Du coup, j'ai essayé d'accélérer. Et donc, je me retrouve tout seul. Et là, dans une descente, je tombe sur Robin Juliaguet dans le sens inverse. Et il me dit, oh merde, c'est pas là? Je lui dis, non, t'as pas vu Vianney? Il a dit, il était en bas, il était en train de chanter, il disait pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Et du coup, c'était lui qui faisait vraiment le signaleur. Et du coup, Robin s'est trompé. Il a pris le parcours à l'envers. Est-ce que t'as envisagé un moment que ce soit toi qui étais dans le mauvais sens? Non, du tout. Non. Parce que j'avais reconnu le parcours sur le bout des doigts, comme je t'ai dit. Non, en fait, quand je suis tombé sur lui, j'ai dit merde, qui a le droit? Qui a raison? Et je me suis dit que j'avais raison parce que j'avais vu Cathy 500 mètres avant. Et j'étais toujours dans les rues balises. Et en fait, c'est vrai que le parcours a fait un crochet pour prendre cette bosse. Et du coup, Robin n'avait pas pris cette bosse. Il a fait un espèce d'aller-retour.
Du coup, on s'est retrouvé un peu 10-15 minutes avec Robin, à pas savoir trop quoi faire. On a avancé, mais on discutait. Lui, il me disait, mais qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière, je reviens en avant. Tu vois, du coup, je lui ai dit, bah, je sais pas, écoute, vois. Donc, je suis un peu sorti de la course, et puis après, je lui ai dit, bon, allez, je vais reprendre mon rythme pour finir la course, arriver au kilomètre 60, je crois, où il y avait le dernier ravito. Si je me rappelle ça, c'est qu'il y avait écrit Saint-Michel en haut. Tu vois, ça, je me rappelle. Et voilà, dernier ravito, et après, bah, il restait quand même 15 kilomètres de descente, mais pas descente, tu vois, la fausse descente, les trucs qui remontent. Bref, je savais pas où j'étais, je savais pas où était Rada à l'arrivée. Mais c'est marrant, tu vois, tu cours, tu sais pas où tu vas. Quand même, à l'arrivée, je me suis même, à 100 mètres de la ligne, bah, je me suis trompé de parcours. Enfin, je sais pas, je savais pas où était l'arrivée. Là, j'ai pris le parcours en sens inverse. Donc, on m'a dit non. T'as croisé Robin. Voilà. On m'a dit non, il faut que tu arrives dans l'autre sens. Alors, je suis reparti dans l'autre sens. On m'a dit non, en fait, il faut que tu passes sous la route. Alors, je suis redescendu. Enfin, bref, c'était un... Il y en a un qui ment dans tout ça, là. Ouais, voilà. Et du coup, je suis arrivé, bon an, mal an, à Chianti. Voilà. Je suis parti de Chianti. T'avais en tête les écarts quand même, là, avant la ligne d'arrivée? J'ai eu 0 écart de toute la course. Je ne savais rien. À l'aveugle. À l'aveugle, complet. J'étais là, je viens danser. Et j'avançais comme ça. Non, j'avais aucun écart. Bref, mais c'était marrant aussi d'avoir pas. C'est sympa de faire une course avec un contexte aussi différent. Ouais, franchement, ça, tu vois, je m'étais dit, j'étais pas du tout excité par cette course, hein. Je voulais pas du tout la cocher sur mon calendrier ou quoi que ce soit. C'était vraiment un but pécunier, de Stonien, voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, autant essayer d'arriver sur une course complètement, entre guillemets, à l'arrache. J'ai juste noté sur mon dossard où étaient les 4 ravitaux, et je me suis dit, bah, tiens, au bout de 10 km, je me dis, oh putain, ça va être vraiment long. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, faut que je coupe un petit peu cette course en plusieurs étapes. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais jusqu'à ce ravito, après le prochain, etc. Et c'était marrant d'avoir aucune idée géographiquement où j'étais, tu vois. Normalement, j'ai toujours un peu une idée de où je suis, du nom, etc. Et là, je savais pas du tout. C'était marrant. Est-ce que cette course, généralement, elle valide déjà des premières choses? Est-ce que tu peux tirer des conclusions là, de ce que tu as pu faire pendant l'hiver, ou est-ce que c'est un peu prématuré? Est-ce que ça valide des choses? Bah écoute, ça valide, on va dire, une forme plutôt correcte. Ça je suis content. Et aussi, je suis assez surpris. Je m'attendais quand même à avoir vraiment mal aux jambes au bout de 40 ou 50 km, parce que j'ai quand même assez peu couru, pour préparer une course de 6 heures. Et au final, bah écoute, j'ai rien eu. Donc c'est assez cool. Comme quoi, voilà, le ski me le rend bien. Bravo pour ta victoire, Germain. En tout cas, c'est une belle nouvelle de te voir comme ça en haut d'un podium. Donc David Echeras, il est arrivé 6 minutes après toi, et Dimitri Morel-Jean, 3e. C'est Gemma Iliamosis chez les femmes, devant l'allemande Rosina Buschauer et l'américaine Emily Schmitz. Voilà, pour compléter ce panorama italien. Bravo en tout cas pour cette parenthèse toscane. On va quand même parler de la hard rock, Germain, si tu es d'accord. Elle est présente en toile de fond un peu, ou elle est trop lointaine? Est-ce que tu en rêves tous les 1, 2 ou tous les 10 dodo? Ouais, elle est encore loin, hein. C'est encore loin. Là, je me projette plutôt vers le mute, la course en sourdine de fin avril. la course Véronique, Sanson. Mais ah oui, elle est bien. Oui. Je l'avais pas tout de suite, elle est bien. Oui. Ouais. Du coup, ouais, je procède plutôt étape par étape, et effectivement, comme tu dis, en toile de fond, j'aime bien ça. Ça fait un peu Spider-Man, mais des profondeurs. Non, j'aime bien. J'aime bien faire step by step, et voilà. Sinon, je pense que ça me ferait un objectif trop loin pour, on va dire, rester motivé au jour le jour. Donc, j'aime bien avoir des
des objectifs intermédiaires. C'est quoi là, la structure, un peu les blocs que tu prévois là justement dans les semaines et mois qui nous séparent de l'hard rock? Tu as des grandes tendances quand même sur la façon dont tu vas structurer entre maintenant et juillet? Alors oui, bah là, au-delà des courses. Au-delà des courses, non. Je pense qu'au niveau des blocs, là, je vais continuer doucement à courir et à mettre un peu plus de kilomètres, mais quand même conserver du ski parce qu'on a eu beaucoup de neige justement en cette fin d'hiver, début de printemps. Donc tout le ski de printemps va être quand même assez sympa. Même si je pars mi-avril à Madère, il reste quand même voilà, c'est-à-dire 3 semaines, petit 15 jours, 3 semaines à profiter d'ici. Donc ça va être voilà plutôt axé ski, course à pied. Après Madère sur place, il y aura pas grand-chose à faire d'autre que de la course à pied. Donc ça va être le musée Cristiano Ronaldo, s'il te plaît. Si, des Funchal. Ouais. Je suis un peu limité en portugais, mais bon. Ouais, tu peux pas parler 6 langues, Germain. Oui. T'es polyglotte. Parce que Dimitri, Jean et Morel, ils parlent 3 langues. Non, mais Dimitri, il n'y a rien de personnel. Non, il n'y a rien de personnel. C'est juste qu'en fait, et en fait, j'avais même pas remarqué qu'il avait 3 prénoms. Tu vois. Et du coup, les doigts de la main. Voilà. Et du coup, je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà, et post-Madère, ça sera le temps d'aller aux États-Unis mi-mai. Donc là, on va vraiment rentrer plus dans le cœur de la course à pied aux États-Unis. Donc je me laisse encore un peu de temps, tu vois, j'essaye de faire un peu plus de ski pour cultiver un peu plus cette envie de course à pied, quoi. Donc là, en termes de forme, tu es à peu près là où tu aurais aimé être à quelques mois là de la... Oui, je suis là et j'aurais aimé être là, tu vois, donc là et voilà. Ouais. Donc voilà, en termes. Et ça, en podcast, on peut vraiment bien s'en rendre compte. Voilà, c'est la façon dont tu mets les choses avec la main. On va dire que voilà, je suis à peu près forme au-dessus des épaules. Et je voulais être un peu vers l'oreille avec la côte, donc du coup je suis quand même dans des hauteurs assez. Pas si mal. Voilà. Donc je pense que je suis dans des hauteurs assez convenables. Germain, on va avoir plein de choses à se raconter donc dans le prochain épisode. Ah non, c'est déjà fini. Avec notamment ce mute. Mais oui, mais attends, c'est pas tout à fait fini parce que tu vas pas t'en sortir exactement comme ça. Tu sais comment ça marche. Il n'y a pas que de la bienveillance dans ce monde. Oui. Il faut ouvrir les yeux, tu sais. On est en 2025, Germain. Oui. Parce que autant j'aime bien Guillaume Lalu, le podcasteur, mais autant l'humain, voilà, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un fumier, quoi. Donc, tu vois, c'est toujours. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Germain, je te propose de clôturer cet épisode avec un quiz en lien avec la hard rock. Ah, encore par épisode, tu le sais, mais oui. Mais là, c'est autre chose. On va aller taquiner la scène heavy metal et plutôt hard rock, même encore des années 90. Oh là, mais oui. Ah bah oui. Ok. Il faut quand même un petit fil rouge. Qu'on fasse de la place à la hard rock dans nos épisodes, même si on est encore un tout petit peu loin. On va parler des Guns N' Roses. Ok, oui. C'est un petit QCM. Oui, avec Slash. À chaque fois. Exactement. Et Axl Rose, le chanteur. Oui. Ouais. Bah, je te partagerai un lien là d'un live acoustique vraiment sympa, quoi. Sweet China. Et d'ailleurs, si tu sais jouer les Guns N' Roses, parce qu'on a vu dans ton escarcelle, on n'a pas tout encore diffusé. Et non. Morceau que tu sais jouer à la guitare, mais peut-être un Guns, qui sait, ça pourrait être un objectif de fin de saison, de fin de heavy. C'est vrai. Mais il faudrait que je fasse un feat avec Slash parce que j'ai du mal à faire ces parties solo en fait. Je veux bien plaquer quelques accords derrière, mais sur Sweet Child O' Mine, j'ai un peu du mal sur l'intro. Ça va être un peu galère. Ouais. Germain, j'ai 2 questions pour toi. Le petit clin d'œil grivois qui s'est caché dans le nom de scène de Axl Rose, le leader du groupe. 4 propositions. C'est une insulte en argot britannique. C'est un anagramme de oral sex. C'était le nom de son premier groupe où il s'est inspiré du... Oui, c'est inspiré du nom d'Axel Bauer. Dans le style. Bon, on va pas la 4. Je dirais la 2.
C'est un anagramme de oral sex, effectivement, Axl Rose. Alors, il a apparemment découvert après. Il a été pioché ça dans le nom de son père et puis un autre prénom de son arrière-grand-mère ou quelque chose du genre. Donc, c'était pas fait exprès, mais effectivement, si tu remoulines les lettres, façon motus. Mais oui, mais je l'ai déjà fait, tu sais, là, je processe. Hein. Bah oui, je vois bien. Est-ce que pour l'instant, j'ai tout juste... dans la tête que sur les sentiers. J'ai tout juste... Mais tu fais un grand chelem. Ouais. Il me reste combien de questions, là? Il en reste qu'une en plus. Oh putain, oh là là. 25% de faire le grand chelem. On va parler de Slash justement. Donc c'est le chevelu et chapeauté guitariste des Guns. Quel animal de compagnie lui a réellement appartenu? Alors est-ce que c'est un perroquet qui chantait Sweet Child O' Mine? Est-ce que c'est un boa constrictor? Est-ce que c'est un lémurien qui l'appelait Axel? Ou est-ce que c'est un iguane qui portait un chapeau? Un iguane. Qui portait un chapeau. Un iguane qui portait un chapeau, bien sûr. Ouais. C'est ça la proposition. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors un perroquet, un boa constrictor ou un lémurien qui l'a appelé Axel? Un lémurien. Et non, Germain, c'est un boa constrictor. Oh là là. Eh oui, il avait. Attends, je pensais pas qu'il était vraiment travaux publics, lui. Ça me dit rien, quoi. Ouais, okay. Il était dans le BTP, ouais. Il avait même un puma, il était même dans les chaussures. Ah ouais? Et dans l'équipement, ouais, il avait un puma aussi. Oh là là, d'accord. Alors là, j'avais une vanne, selon que tu réussissais ou pas. Je t'ai pas fait une fleur avec ce quiz, comme c'était sur les Guns N' Roses. Oh, ok. Mais là, comme t'as mi-bien répondu, mi-pas répondu, je sais pas trop si je t'ai fait une fleur ou pas. En tout cas, c'est quand même bien, parce que depuis le début, t'es à 4 bonnes réponses sur 5, depuis le début de notre série. C'est clair. T'entends le prochain quiz? Bah oui, surtout que, je sais pas, tu as des bonnes inspirations, parce que il faut que t'en trouves encore, 4 ou 5 autres. Ouais, il va falloir les piocher. Parfois, je raccrocherai peut-être à la course, à Mute, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, Mute, il y a beaucoup de trucs, hein. Parce que déjà, il y avait la course à l'aveugle de Chianti, tu vois. Donc là, on va passer sur une course sans son. Du coup, j'ai hâte de la hard rock. Ça sera sans vision, sans son. On va tout faire à l'odorat, quoi. Hein. Sur ces belles paroles, Germain, je te propose qu'on se quitte. On a à peu près tenu le timing, franchement. On progresse on est bon. D'un épisode à l'autre. Ouais, je te remercie beaucoup. Je vais quand même te poser la question, est-ce que tu préfères l'épisode 1 ou l'épisode 2, les Heavy font du ski? T'as préféré lequel, le 1 ou le 2? Je sais pas trop. Peut-être le 1, c'est dur de choisir. On était peut-être meilleur en van, je sais pas. Là, c'était un peu plus sérieux, quoi. On a parlé d'une course à pied. Ouais, à un moment, on a parlé de course. Tu vois, on s'est dit, oh là, j'étais dans un groupe, je me sentais pas bien. Après, j'ai pris un gel. Ouh là là, ça allait mieux. Et après, j'ai pris du paracétamol. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Pas du tout, hein. Et c'est pas ce que vous croyez. Et du coup, j'ai repris un autre gel. Et là, j'avais un peu la tête qui tourne. Et c'était l'arrivée. Et voilà. Et là où il y a du gel, il y a pas de plaisir, tu sais, Germain. Et oui. Voilà, donc du coup c'est un peu, voilà, j'espère que la hard rock, il y aura un petit peu, il y aura des pacers, des gens qui vont faire des blagues, on pourra raconter des trucs un peu plus qui sortent du commun, du 80 grammes de glucides, 200 millilitres d'eau, voilà, bref. Merci beaucoup, Germain. C'était un super moment comme d'habitude. On se donne rendez-vous dans pas long, au courant avril pour le 3e épisode. On aura plein de choses à partager, j'en suis certain. Et puis on reviendra notamment sur ton Mute. On se quitte en chanson, alors ça va être géré en post-production. Oui. On ne sait pas exactement laquelle, mais on a un très joli stock et j'ai une belle discographie made by Germain Granger. Donc je vais mettre une petite pièce dans le jukebox. Et puis c'est la musique qui va démarrer. Et c'est déjà malheureusement le moment de se dire au revoir. Mais je vous donne déjà un petit indice sur cette musique qui va peut-être rappeler la course de Chianti ou de Chianti. À voir. À voir. Bonne écoute, profitez bien. À très vite. Allez, ciao. Ciao.